Bonjour à tous, bienvenue dans l'univers de l'invisible expliqué, un podcast qui part à la rencontre des professionnels côtoyant au quotidien le monde de l'invisible, pour œuvrer avec bienveillance et humilité vers une meilleure connaissance et compréhension de soi et du monde qui nous entoure. Qu'entend-on réellement par invisible ? Tout est-il vraiment si imperceptible, si mystérieux, si secret ? Que ne voulons-nous pas voir autour de nous et en nous au point de ne pas se connaître réellement et comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous ? Plonger avec l'invisible expliqué dans un univers qui, pendant longtemps et encore aujourd'hui, a été qualifié de sorcellerie, d'infondé, de superflu, d'imaginaire, pour les plus fragiles ou pour les fous. De quoi avons-nous si peur ? Décortiquons et démystifions ensemble le fonctionnement de ce monde qui est à la fois en nous et autour de nous. Partons à la découverte des mémoires cellulaires, de l'hypnose, des neurothérapies, des médecines ancestrales, des énergies et bien d'autres. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour Lara. Bonjour. Je suis vraiment super contente que tu sois sur le podcast L'Invisible Expliqué. Je suis ravie de t'avoir à mes côtés pour cette émission et que tu nous parles de ton parcours et de ton métier. Alors Lara, que je ne me trompe pas, on ne nous voit pas mais j'ai ta carte sous les yeux pour pas que je me trompe. Tu es donc analyste transgénérationnelle. Constellatrice familiale, ça on y reviendra dans un second épisode avec Gwendoline qui est ta collègue de travail, on fera une émission dédiée aux constellations familiales, et clinicienne de la relation en thérapie brève stratégique. C'est ça. Ça fait pas mal tout ça. Ça fait pas mal. Kesako. On va voir effectivement ce que ça signifie et on rentrera dans la deuxième partie du podcast comme on a l'habitude de le faire sur en quoi ça consiste et comment ça fonctionne et pourquoi venir te voir, dans quel cadre, etc. Et dans une première partie, si tu le veux bien, et si tu veux bien nous partager du coup qui tu es, ton parcours, d'où tu viens, ce que tu as pu faire avant ce métier aujourd'hui, parce que j'imagine que tu n'as pas toujours fait ça. Donc voilà, quel est ton cheminement ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi ? Alors, l'analyse transgénérationnelle, la généalogie, la psychogénéalogie, l'histoire, elle est présente depuis un moment dans ma vie, puisque j'ai fait des études d'histoire. Ah oui. Donc, je suis historienne de formation. Et à l'époque, c'était l'époque parce que j'ai un certain âge maintenant, donc c'était l'époque des maîtrises. Et donc j'ai fait mon mémoire de recherche en histoire sur les comportements vis-à-vis de la mort, l'évolution des comportements vis-à-vis de la mort. Ah oui, super intéressant. Oui. C'est l'équivalent d'un master ? Voilà, c'est ça. D'accord. Ensuite, j'ai fait le choix. Alors, il y avait quelque chose dans mon histoire à moi qui faisait que il y avait comme une nécessité à s'occuper des autres. Voilà. Depuis toujours ? Depuis toujours, oui, depuis toujours. Ouais. C'est-à-dire que je suis allée en faculté d'histoire parce qu'il y a une histoire dans mon système familial qui fait qu'il faut faire des études. Ah oui. Donc j'ai répondu à l'injonction du système familial, mais que je regrette pas du tout aujourd'hui, parce que ça me sert d'avoir fait des études d'histoire, mais j'aurais certainement été plus vite vers un métier du côté du social, si il n'y avait pas eu l'injonction à faire des études supérieures en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, d'accord. Mais au final, là, je me dis aujourd'hui, à la lumière de mes 50 et quelques années, tout a un sens et tout se regroupe. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est utile pour toi. Ouais. Donc ensuite, j'ai fait une formation d'éducateur spécialisé, un peu moins moniteur éducateur. Je n'ai pas rentré dans les détails. Là, c'est aussi une histoire de vie qui fait que j'ai fait moniteur éducateur, qui est un niveau scolaire en dessous d'éducateur spécialisé. Oui, d'accord. Et en même temps, je me dis que ça a été très juste parce que j'ai été prise dans une école et toutes les écoles d'éducateurs ne sont pas de cette obédience-là qui nous a formés à l'approche systémique. Donc ça a été ma première rencontre avec l'approche systémique. Qu'est-ce que c'est qu'un système familial ? Comment fonctionne un système familial ? La sociologie de groupe, etc., etc. Et c'est une école aussi qui nous a sensibilisés
pas former, mais sensibiliser à l'importance de l'histoire de la famille, de l'histoire de la personne dans sa famille. Et qu'est-ce qui faisait que dans un intergénérationnel, on pouvait être empêché par la propre histoire de ses parents à pouvoir s'individualiser en tant que personne, etc. Donc ça, c'est dans le cadre de ton parcours, de tes études d'éduc-spé. Oui. D'accord, voilà. Ok. Et pour revenir sur ton master, du coup, ta maîtrise en histoire, quand tu t'es lancée dans ces études-là, en fait, tu savais ce que tu voulais faire plus tard ou comment allait te servir ce diplôme? Non, je savais pas du tout. Je savais ce que je ne voulais pas faire, mais je savais pas ce que déjà je pas voulais mal. faire. Je ne voulais pas être prof. Voilà. Ok. Je voulais pas être enseignant, mais je savais pas ce que je voulais faire. Ouais. Voilà. Et puis, effectivement, il y a eu quelque chose où, parce que je voulais faire vite, mais quelque chose de drôle où, immédiatement, quand j'ai fait mes études d'histoire, puis dès la 2e année, il a fallu que je travaille pour vivre et financer mes études. Ouais. Et j'étais surveillante d'internat. Dans une zone d'éducation prioritaire avec des gamins qui avaient des difficultés scolaires, sociales, et donc une conseillère principale d'éducation qui était beaucoup sur sa place d'accompagnante des difficultés de ces jeunes. D'accord. Et c'est là où j'ai rencontré pour la première fois des éducs, mais j'ai pas tilté tout de suite. Et donc je me suis dit, pour répondre à l'injonction familiale d'avoir quelque chose de reconnu socialement, un diplôme reconnu socialement suffisamment haut, et être cohérente avec mes études, puisque j'étais, au bout d'un moment, quand j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je vais faire avec ma maîtrise, mon bac plus 4, du coup, je suis partie sur conseiller principal d'éducation, où je suis allée plusieurs fois à l'oral, parce qu'à l'écrit, tout se passait bien, et à l'oral, il y avait un travail sur une situation, un cas, une étude de cas. Et régulièrement, le jury me répondait « C'est très bien, madame, tout ce que vous me dites, tout ce que vous nous dites, sauf que vous ne serez pas éduc, vous serez représentant de l'institution de l'éducation nationale, et donc ça ne convient pas votre approche. » Et j'ai mis beaucoup de temps à entendre, en fait, que je n'étais pas faite pour travailler dans une institution qui me dirait comment penser, où aller, que faire, à quel moment, dans la contrainte, et que j'avais besoin d'un espace de liberté pour pouvoir accompagner les personnes comme je le ressentais, et de la manière la plus juste pour moi, pour les accompagner. D'accord. Voilà, donc... Et pourquoi ce sujet de maîtrise donc tu as dit tout à l'heure les comportements sociaux face à la mort, vis-à-vis de la mort, oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi il y a quelque chose, forcément, on ne devient pas thérapeute à la fin par hasard. Il y a forcément quelque chose dans mon histoire personnelle qui m'a toujours questionnée sur qu'est-ce qui fait qu'un système réagit comme il réagit face à un deuil. Et la question du deuil qui ne peut pas se faire, du deuil impossible. Donc c'est une manière détournée, parce que c'est aujourd'hui à mon âge et avec mon parcours propre de thérapie que je peux me dire tiens, je comprends aujourd'hui qu'est-ce qui fait que j'ai choisi ce sujet. Je fais le lien, Je fais le lien. Et en même temps, ce sujet me sert énormément parce que ça me donne une très bonne connaissance dans le cadre de suivi thérapeutique en analyse étranger ou en constellation familiale. Ça me donne une très bonne connaissance de qu'est-ce que c'était que le deuil au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, quelle réaction, comment on traitait, en fait. Comment la société accueillait la mort et ritualisait autour de la mort. Donc ça me permet d'avoir cette image-là. C'est clair, d'avoir des informations qu'on n'a pas forcément si on n'a pas étudié le sujet, en fait. C'est clair. Oui, donc c'est hyper riche pour toi encore aujourd'hui, au final. Ok, et donc ensuite, tu deviens donc éduc-spé. Voilà, ça pour 10 ans. Pendant 10 ans, 10 années que je ne regrette pas, mais où, bien évidemment, est venue se rebooter la question de l'institution qui contraint. Alors que j'ai détourné assez longtemps, parce que j'ai été plus souvent éducatrice dans ce qu'on appelle en milieu ouvert, c'est-à-dire qu'on intervient en domicile des personnes, qu'en milieu institutionnel.
Mais il n'en demeure pas moins que il y avait. Et puis j'arrivais aussi avec ma formation, ce bagage de mon école de formation qui était un peu à part, où je venais régulièrement interroger l'institution et puis l'équipe, etc. sur la personne dans son système. Ah oui. Puisque du coup, parce que l'approche systémique, il y a aussi quelque chose, donc il y a bien la question de la personne dans son système, mais aussi l'intérêt du système à continuer à faire toujours de la même chose. Même si ça fait mal, même si ça dysfonctionne, il y a quand même le réflexe du système à se dire on continue à faire de la même chose parce que c'est comme ça qu'on a été là aujourd'hui. Donc c'est la recherche qu'on appelle en systémie l'homéostasie du système. Hein. C'est le système a comme réflexe de rechercher et de maintenir l'équilibre. C'est une sorte de loyauté en fait. C'est une sorte de loyauté, effectivement aussi. Donc du coup, quand on accompagne des personnes en tant qu'éduc, si on ne se pose pas la question de ok, le système fonctionne comme ça, est-ce que je continue moi, en tant qu'éduc, à faire comme le système a toujours fonctionné, ou est-ce que j'imagine autre chose de complètement différent? Oui. Alors, en thérapie brève stratégique, on parle de permettre aux personnes de faire un 180 degrés. C'est-à-dire que vraiment de changer, de switcher de perspective, ce qui permet de regarder la problématique d'une manière complètement inverse. Oui, voilà. D'accord. Donc, mais effectivement, le principe de réalité, c'est que les institutions sont elles-mêmes un système, qu'elles n'ont pas forcément envie de changer le mécanisme de fonctionnement de leur système. Donc il y a une espèce de ronronnement qui se met en place dans les institutions, qui va finalement devenir contre-productif pour les personnes qu'on accompagne. C'est une espèce de paradoxe de l'accompagnement. Oui, ou si on n'est pas dans une institution qui se donne les moyens d'avoir une approche justement systémique par les outils qui sont les supervisions, où les éducs, les chefs de service vont aller regarder leurs pratiques. Et s'il n'y a pas quelque chose de systémique, d'approche systémique dans leur pratique, et plus de psychanalytique, où on va être dans le donc très freudien, hein. Moi je suis pas du tout freudienne, même s'il y a de la psychanalyse dans le transgé, mais voilà, Freud, c'est vraiment quelque chose de la triangulation oedipienne, papa, maman et moi, envers et contre tout. Voilà. Alors ça m'appartient, je dis pas que c'est pas bien. La psychanalyse freudienne, ça permet de traverser, d'aller regarder effectivement son triangle oedipien. Mais moi, mon côté systémicienne me fait dire que le triangle papa, maman et moi peut aussi être regardé du côté systémique, puisque la famille est bien un système. Voilà. Oui, complètement. Mais c'est quand même marrant que ce soit l'institution, quand tu es rentrée et que tu es devenue EduxP, qui t'ait introduit à ce terme de systémie familiale, de système familial. Et en fait, tu te rends compte, au fur et à mesure des années ou 10 ans de métier, que, en fait, comme tu disais, il y a un ronronnement qui fait que ça bouge pas ou ça va pas chercher où est-ce que ça doit aller chercher, quoi. Oui, tu vois, c'est quand même fou que ça t'introduise à ce sujet-là, mais qu'en fait, dans la réalité des faits et dans le quotidien du métier, et de la hiérarchie, après des supérieurs, des machins, etc., il n'y ait pas concrètement d'outils ou de solutions pour aider en fait les personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Oui, quoi. C'est rendu. Alors il y a quelques personnes qui arrivent, mais ça va être je pense à des gens que je connais qui ont mis en place des maisons d'enfants hors institution. Il y a plein de projets extraordinaires dans la prévention, dans l'éducation spécialisée, mais bien souvent, si on est sur des grosses institutions, il y a quelque chose qui se fige. Ouais. Voilà, donc comme c'est venu résonner aussi avec moi et mon besoin de liberté, forcément qu'il y a quelque chose, à un moment où ça a frotté. Alors, je dis pas que c'est que la faute des institutions, mais il y avait bien moi aussi et l'institution qui fait qu'à un moment, ça a constellé de manière naturelle. Et du coup, moi, voilà, je suis arrivée à me dire, c'est plus possible, je peux pas continuer parce que je ne m'y retrouve pas, je peux pas faire exister ce que je veux faire. Et en parallèle, j'avais le transgénérationnel revenait régulièrement vers moi. C'est-à-dire que au travers de rencontres, il y a eu d'abord une formatrice éduc, après il y a eu un livre que j'ai trouvé complètement par hasard dans une librairie, le livre phare d'Anne Ancelin, Aïe mes aïeux, que je feuillais dans une librairie. Je me dis tiens, ça me rappelle
ce que mes formatrices nous ont expliqué. Donc voilà, puis le nom, elle nous en avait parlé. Ouais. Bah, je l'achète, voilà, je commençais à lire, ça me parle. Et du coup, je me dis, tiens, je pourrais me former là-dessus. Et en fait, c'était pas possible. Dans le cadre de, quand je demandais des formations dans ce domaine-là en tant qu'éducatrice, je pouvais pas. Et c'était refusé, ou même des formations aussi plus de systémie pure, d'approche systémique pure, comme la fac peut proposer. C'est pareil, elle m'était refusée. Donc à un moment ou à un autre, je me suis dit, bon bah voilà, il faut faire des choix dans la vie. En fait, ça rentrait pas dans le cadre Ça de rentrait pas dans le l'institution, cadre, quoi. voilà. Ouais. C'est ce qui peut s'entendre aussi. Donc j'ai fait le choix de négocier un licenciement conventionnel. Ouais. Et j'ai pris 2 ans pour moi. Pour me former. Et là, je me suis dit, je vais me former. Voilà, je me forme parce qu'il y avait quelque chose de... Alors au début, je disais peut-être que je serais éduc-thérapeute, j'hésitais encore. Mais en tous les cas, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que je me forme. Plus, je ne pouvais pas m'auto-proclamer thérapeute transgénérationnelle ou systémicienne. Voilà. Donc je me suis formée pendant... Alors au début, j'étais partie pour 2 ans. Ça finit par durer un peu plus et ça continue. Parce que je me rends compte que de toute façon, quand on est thérapeute, on est amené régulièrement à aller se former, à aller compléter. Ah, mais c'est clair. Non, et puis il y a toujours des études qui sont menées, des recherches, donc des évolutions aussi dans les pratiques. Donc en fait, la formation, je pense, ne se termine jamais. Voilà. Je me suis rendu compte que finalement, ce serait de la formation continue. Mais bon, voilà. Au début, je me suis dit, 2 ans. Enfin voilà, j'avais calculé avec ce que j'avais dans mon petit pactole de licenciement conventionnel. Et donc c'était 2 ans. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé un institut de formation qui correspondait, deux endroits pour me former qui correspondaient à mes attentes. J'ai besoin de quelque chose que je sens de sérieux, c'est-à-dire qui va m'outiller, sérieux au sens de qui va m'outiller, qui va me nourrir, qui va m'apporter des connaissances. D'abord des connaissances dites universitaires, des livres, etc. Et derrière de la pratique, une mise en pratique. Donc ça mettait déjà de côté toutes les formations en ligne, transgé, sur 3 week-ends. Voilà. Formation courte, à distance. À distance, etc. Parce que j'avais besoin d'une mise en pratique. Et puis, j'avais besoin de quelque chose où je sentais qu'il y avait un programme quelque part. Oui. Voilà. Donc, il y avait une structure, un cadre. C'est là que la fac m'a aidée, parce qu'en fait, dans mon choix, j'ai eu ce réflexe d'aller vers quelque chose où il y avait une structure, une évolution, que je sentais que on commençait par du général pour aller sur quelque chose qui s'affinait au fur et à mesure et qui se terminait par une réflexion autour de la posture professionnelle. Donc voilà pour le transgé. Et pour l'approche systémique, ça a été plus facile parce qu'il y a des facs, parce que l'approche systémique est reconnue par la fac par rapport au transgénérationnel. Et donc il y a Paris 8 qui propose des DU. Donc c'est là où le DU c'était en clinique de la relation en thérapie brève stratégique. Et là c'était avec Paris 8. Et Paris 8 a beaucoup développé la recherche autour de la systémie. Et de toute façon, la systémie, à un moment, rejoint le transgénérationnel. C'est vraiment complémentaire. Parce que dans l'approche systémique, il y a des personnes qui ont fait des recherches autour de ce qu'ils appellent les objets flottants. Et les objets flottants, c'est tout ce qui va permettre en thérapie à la personne d'aller déposer à l'extérieur son inconscient. Et entre autres, le génosociogramme, qui va être utilisé en transgénérationnel, dans la thérapie transgénérationnelle, est un objet flottant. C'est-à-dire que c'est un objet qui est concret, qu'on va déposer sur papier, on va bien déposer sa généalogie sur un papier, et en même temps, c'est pas un arbre généalogique, c'est-à-dire qu'on va rajouter des informations au fur et à mesure sur le métier des personnes, sur les engagements militaires. C'est quelque chose. C'est flottant dans le sens où ça va évoluer, flotter, on va dire, au fur et à mesure de l'accompagnement, du cheminement thérapeutique de la personne. D'accord. Mais pour bien comprendre, du coup, pour les auditeurs qui ne connaissent pas du tout ces sujets-là, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est exactement quand tu dis systémie, un système? Qu'est-ce que tu entends par là? Du coup, les thérapies transgénérationnelles, qu'est-ce que c'est en fait concrètement?
qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce qu'on entend par ces termes-là? Alors, ce que je disais déjà, hein, la systémie, si les gens veulent aller plus loin, il y a plein de trucs qu'on trouve assez facilement aujourd'hui qui sont très bien faits. Quand on tape sur Google, hein, systémie, école de Palo Alto. C'est l'école de Palo Alto. Hein, voilà, ça renvoie à l'école de Palo Alto. Et c'est vraiment, c'est des gens qui, à un moment, alors, je ne me rappelle plus, il me semble que c'est les années 70, mais je ne veux pas dire de bêtises, aux États-Unis, où ils se disent ok, la psychanalyse, d'accord, Freud, Lacan, ok, sauf que quand même, il y a quelque chose qu'on peut constater de la répétition dans la vie des personnes. Comment ça se fait? On va aller regarder ça. Et on va aller regarder ça en étant dans une approche multidisciplinaire. Donc c'est des gars, hein, beaucoup de gars, il y a des femmes et très peu, qui se réunissent et il va avoir autant du psychanalyste que de l'anthropologue, que du physicien, enfin voilà, c'est vraiment très complet, du physicien en mécanique, puisque parce que du coup la mécanique c'est aussi un système. Eh oui, oui, non mais complètement. Et donc ils vont réfléchir à tout ça, enfin voilà, faire tout un travail autour de ça qui va créer l'école de Palo Alto avec l'approche systémique. D'accord. Ou ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un système, on part de l'idée qu'il y a un système, que la personne fait partie d'un système, que la famille est un système en tant que tel, et que le système va essayer de se maintenir dans toujours de la même chose pour continuer à exister. Les mêmes schémas, les mêmes événements. Voilà. Mais sous différentes formes. Sous différentes formes. Le même fond, mais sous différentes formes. Voilà, sous le même fond, mais c'est toujours. Mais il y a différentes formes. Puis après, tu as des grands monsieur de la thérapie familiale qui sont intéressés à l'approche systémique, comme Moni El-Kaïm. Moni El-Kaïm, c'est pareil, on tape son nom, même mal orthographié sur Internet, on trouve des vidéos de lui où il montre bien comment la posture de systémicien peut permettre d'accompagner les personnes. D'accord. Et c'est là où le transgénérationnel rejoint forcément la systémie. Alors, certaines personnes pratiquent pas forcément le transgénérationnel avec une approche systémique, mais moi, c'est ce qui m'a intéressée. Et c'est aussi ce que l'école que j'ai fait en transgé permettait de faire. La systémie rejoint forcément à un moment la psychogénéalogie et le transgénérationnel, puisque l'histoire familiale s'inscrit bien dans un système société. Oui. Déjà. Et l'histoire de l'individu dans son système familial dans sa famille, fait que l'individu est bien dans un système. Mm-hmm. Et donc, du coup, c'est lié. Après, moi, comme tu as dit au début, analyse transgénérationnelle, c'est parce qu'il y a quelque chose parce qu'on peut trouver plein de termes quand on cherche à faire une thérapie transgénérationnelle. On va avoir psychogénéalogiste, psychanalyse transgénérationnelle, etc., etc. Il y a plusieurs termes qui disent la même chose. Quoi. Exactement. La psychogénéalogie, c'est donc les inventeurs de la psychogénéalogie, c'est Anansin Schutzenberg, entre autres, qui va aller regarder du côté du comment traduire l'arbre de la personne en génogramme ou génosociogramme, donc faire un outil thérapeutique, créer un outil thérapeutique. Mm-hmm. Et puis après, cette approche, alors c'est pareil, je ne vais pas m'étendre parce qu'on peut trouver plein de vidéos sur Anne Ancelin, et elle explique tellement bien son travail et tellement bien ses études, voilà. Mais c'est vraiment une grande dame qui a beaucoup réfléchi à ces questions-là, et qui a fait des liens entre l'histoire familiale, les traumas familiaux, qui vont venir se rejouer dans l'ici et maintenant de la personne. Elle a travaillé dans un service de cancérologie à Nancy, et c'est elle qui a montré qu'il pouvait y avoir quelque chose dans le cancer des personnes qui résonnait avec l'histoire familiale, un trauma mal digéré. Alors,
À aucun moment elle n'a prétendu qu'on soigne le cancer avec la psychogénéalogie. Oui, mais là, je vais être très claire. Hein. Ouais. Mais du coup, ça va aider la personne, en plus du travail des médecins, à conscientiser ce qui fait qu'il y a un cancer à cet endroit-là, par exemple. On va retrouver aussi, c'est montré assez justement dans une série qui passe sur Netflix, Le Chemin des Oliviers, qui est là que j'ai regardé, qui est super, qui est du côté des constellations, mais qui montre très bien à un moment comment ça permet à la personne qui a un cancer, qui se soigne en parallèle, d'intégrer et de digérer, parce que c'est bien ça, ce qu'on fait en transgénérationnel, d'intégrer et de digérer sa propre histoire, et du coup ça va accélérer le processus. Mais dans la série, on montre bien que quand elle arrête de soigner, ça revient. Ouais. Voilà, parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de... Oui, c'est une super série. Oui, c'est moi qui t'en avais parlé. Oui. C'est toi ou Gwen, je sais plus, mais peu importe. Mais elle est super. Ça permet de bien comprendre aussi. Après, même s'il y a peut-être un petit peu des subtilités, parce que ça reste une série. Ça reste une série, bien mais ça permet de comprendre, notamment les constellations familiales, dont on parlera dans le prochain épisode. Mais ouais. Une série que je recommande, que tu recommandes. Oui, aussi. Voilà. Même si ça reste effectivement romancé. C'est normal. Voilà, donc voilà, il y a la psychogénéalogie qui est créée par Anne Ancelin. Et puis après, une fois que ça émerge, il y a des psychanalystes, donc on est du côté Freud, Lacan, etc., qui ont commencé à s'intéresser à la psychogénéalogie, à se dire « Ah tiens, c'est intéressant, cet aspect-là, voilà. Comment est-ce que je pourrais l'intégrer dans ma pratique ?» Et donc, il y a des gens comme... Alors là, il n'y a rien, c'est plus dur à trouver sur Abraham et Torok, donc c'est des gens qui ont réfléchi, qui étaient du côté de la psychanalyse et du transgé, mais plus facile à trouver et des gens qui parlent très bien de leur pratique. On est du côté de Serge Tisseron, par exemple, qui a beaucoup réfléchi en tant que psychanalyste sur la notion de secret et de comment le secret se transmet de génération en génération. Serge Tisseron, il a écrit un livre sur... il a étudié Tintin, et la question du secret qui suinte dans les bandes dessinées d'Hergé, dont Hergé n'est absolument pas au courant. Donc ça veut dire qu'il ne conscientise pas du tout le contenu de ses écrits, de Tintin en fait, c'est ça ? Hergé en fait ne se rend pas compte que dans sa bande dessinée et Tintin et tous les personnages et toute l'histoire, il raconte de manière inconsciente, il raconte l'histoire de sa famille. Dont un secret dont il n'est pas au courant. Et là, on est dans le transgénérationnel. Donc Tisseron, c'est Bruno Clavier, qui est un psychanalyste aussi, où on trouve des vidéos sur lui. Il est très connu, c'est des gens qui sont très connus aujourd'hui, Tisseron et Clavier. Et là, on est vraiment du côté de la psychanalyse transgénérationnelle. Et donc, du coup, l'analyse transgénérationnelle, ça permet à un moment de réunir, du coup, et la psychogénéalogie et la psychanalyse transgénérationnelle. Oui. C'est-à-dire qu'on va autant travailler sur la question de l'inconscient, les projections, voilà, tout le vocabulaire, toutes les connaissances qu'ont permis la psychanalyse, mais on va aussi être du côté système, mis en exergue, système de transmission inconsciente mis en exergue par Anne Ancelin. Ouais. Et est-ce que tu as des exemples, peut-être pour bien comprendre concrètement en fait dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui peut nous permettre d'identifier justement des schémas qui se reproduisent dans nos vies et qui peuvent correspondre justement à du transgénérationnel, par exemple, tu vois, et où ça devient bloquant ou empêchant ou cristallisant. Enfin, en tout cas, ça crée un nœud chez nous et qui nous empêche d'avancer sur n'importe quel sujet. Oui, mais c'est toutes les fois où on va être dans le mais enfin, c'est pas possible. Comment ça se fait qu'il m'arrive toujours ça ? Je suis maudit. Il y a des gens qui peuvent arriver en disant mais c'est une malédiction, hein. À chaque fois que je trouve un travail qui me plaît, et finalement la boîte coule. Oui, peu importe, mais comme ça. Ouais. Du coup, la question de la malédiction, on est sur quelque chose qui est possiblement de transgénérationnel. Et là, c'est bien l'étymologie de malédiction qui vient se poser. La malédiction, c'est quelque chose étymologiquement qui a été mal dit. Donc, on peut possiblement se demander qu'est-ce qui a été mal dit, mal transmis à une époque, qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve empêché
dans sa vie professionnelle à réussir. Donc c'est toutes les fois où les gens se disent c'est pas possible, il m'arrive toujours la même chose, soit dans la même situation, soit au même moment dans l'année. Ah oui, au niveau des périodes. Et oui, ok, en fait, l'été, à chaque fois, je me sens pas bien. Voilà. Ou chaque été, il y a ça qui se reproduit. Exactement. Donc là, on est dans des mémoires inconscientes, des répétitions, des dates anniversaires qui viennent du coup, où on est empêché, coincé, parce qu'il s'est passé ça et que du coup, on va rejouer à chaque fois la même chose. C'est les gens qui aussi, c'est des personnes qui ont tout essayé au niveau médical. Je pense par exemple à la question de la maternité. Oui. Où des femmes ont fait le tour de tout ce qui était possible au niveau médical, qu'on va leur dire, mais enfin madame, tout va bien, il n'y a pas de raison, et qu'ils ne parviennent quand même pas à avoir un enfant. Donc il peut y avoir un lien avec ce qu'on appelle en transgénérationnel leur lignée des femmes, hein. Donc c'est toutes les femmes avant elles, ouais. Et du coup tout ce qui a été et tout ce qui a pu être vécu auparavant, ou peut-être juste un seul gros trauma qui a été vécu auparavant, qui a soit fait secret, soit qu'on n'a pas transmis parce qu'on s'est dit qu'il valait mieux pas en parler parce que ça allait faire de la peine aux générations dessous. Oui. Parce qu'il n'y a pas que le secret en transgé. Hein. Il y a le secret du côté de j'ai honte, mais il y a aussi ce qui n'est pas transmis parce qu'on se dit ça va faire de la peine. Ça va faire du mal. Moi, ça va faire du mal. Je préfère le cacher. Donc voilà, ça peut être pour toutes ces raisons. Ça peut être, j'arrive pas. Il y a des personnes qui viennent me voir en disant, j'en ai marre, moi, j'arrive pas à faire des économies, je n'en peux plus. Mais c'est pas juste ça, j'en peux plus. Je constate que là, je travaille, je pourrais avoir de l'argent, oui. Mais j'arrive pas à mettre suffisamment d'argent de côté pour m'acheter une maison. Voilà. C'est vraiment le transgé, c'est quand on est dans un truc de je n'en peux plus. Mais comment ça se fait ? Je n'en peux plus. Et pourquoi c'est toujours comme ça, quoi ? Pourquoi c'est toujours comme ça ? Et j'ai essayé plein d'autres trucs avant, et j'y arrive. Et ça, bon voilà, ça apaise, mais ça revient. Le transgénérationnel, je trouve que c'est vraiment une thérapie qui est passionnante, dans le sens où elle va permettre d'aller travailler vraiment ce qui reste, où on aurait pu passer à côté malgré tout ce qu'on a déjà mis en place. Voilà. Alors, ça peut être une thérapie où on vient à l'intuition avant tout ça, hein, c'est-à-dire qu'on se dit bon, j'en ai marre, là, je vois bien que ça se répète, et je viens direct en transgénérationnel, et c'est super. Mais c'est aussi une thérapie qui est vraiment belle, parce qu'elle va permettre aux gens d'aller regarder ce qui reste, qu'ils ont travaillé dans d'autres espaces, mais du coup, ça ne se maintient pas. C'est-à-dire que ça revient. Oui, ça revient malgré tout. Voilà, on peut être sur... moi, j'aime bien cette métaphore du transgénérationnel. Faire un travail en analyse transgénérationnelle, c'est accepter à un moment de se dire ma mère m'a transmis la recette du bœuf bourguignon. Je fais la recette du bœuf bourguignon. Je mange le bœuf bourguignon avec ma famille. Ce bœuf bourguignon est délicieux, etc. Hein. Je vais saucer je suis avec la marmite en fonte, hein, quand je parle de ça. Je sauce facilement les rebords de la marmite en fonte. Et puis, quand il s'agit de la nettoyer, eh ben, il reste toujours cette petite croûte-là, au fond de la marmite qu'il faut gratter, ou alors il faut faire tremper pour que ça parte, etc. Eh ben, le transgénérationnel, il va permettre d'aller jusqu'au bout de ton bœuf bourguignon. Et de bien nettoyer la marmite. Et voilà, et de bien nettoyer la marmite pour refaire après un bœuf bourguignon, toujours bien avec la recette qui t'a été transmise, mais en tous les cas, ta gamelle, elle a été nettoyée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résiduel, il n'y a pas de reste. Ouais. Mais du coup, c'est presque de l'ordre un petit peu de... Quand ça se reproduit, qu'on n'en peut plus, comme tu disais, c'est presque de l'ordre de l'inévitable. En fait, c'est un peu hors de notre portée ou de notre volonté propre. Oui. Comment... Parce que du coup, tant que c'est pas conscientisé, en fait, tout ce qui est conscientisé ne se répétera pas. Tant que c'est pas conscientisé, on va avoir parfois même l'impression de fonctionner en toute liberté. En fait, les choix qu'on fait, ils ne se font pas par hasard. L'exemple de tout à l'heure dont je te parlais, mon choix de mémoire de master.
où je vais choisir quelque chose autour du deuil, de la mort, des deuils non faits, des deuils gelés, etc. Et qui, la question va se poser dès mon premier week-end de formation en transgénérationnel, où innocemment je viens avec une image où on nous demandait de choisir. Alors, par contre, je ne me rappelle plus pourquoi on nous demandait de choisir cette image qui devait représenter peut-être ceux qu'on pensait qui pouvaient nous empêcher dans notre projet. Ouais. Et que j'arrive pile avec une image que moi je trouvais ça très jolie. Une image de neige, parce que je me disais, peut-être que du coup, ce qui pourrait m'empêcher, c'est de pas oser briser la glace avec les autres. Oui. Enfin, j'étais sur quelque chose de très conscient. Oui. Briser la glace avec les autres, me refroidir, parce que du coup, là, je me sens un peu ralentie dans ma profession, etc., ouais. etc. Puis dessus, il y avait un bonhomme auquel je n'avais pas spécialement fait attention. Bon, voilà. Et donc tout le travail, et ça on le fait en analyse transgénérationnelle, de symbolique de l'image aussi, parce on peut travailler autour des images. On demande à la personne de choisir une image qui va représenter sa colère, son empêchement, son projet, ce qu'il pense qu'il doit, ce à quoi il doit renoncer pour avoir ce qu'il veut, etc., etc. Et du coup, moi, sur cette image, j'arrive innocemment avec ça, côté conscient. Et je me rappelle que ça avait été assez dur, parce que la thérapeute qui était là avait tout de suite questionné l'image en disant « Mais est-ce que tu as vu le personnage, ce qu'il représente ?»« Oui, un Père Noël. » Mais bon, c'est pas grave, l'image, je n'ai pas choisi pour ça. Oui. Et là, c'est tout le travail thérapeutique de la personne, forcément. On va dire, moi, je l'ai pas choisi pour ça. Eh oui. Parce que c'est du côté conscient. Et c'est toute la finesse de l'analyse transgénérationnelle que d'aller avec la personne, l'aider à descendre à la cave, quelque part, Oui. de son histoire familiale. Et descendre à la cave, ça fait peur. Parce qu'en général, dans l'escalier, la cave, les escaliers de cave sont pas super bien éclairés. Les marches grincent, il y a de la toile d'araignée. Voilà. Et puis une fois qu'on est arrivé à la cave, mais qu'est-ce que je vais trouver ? Et où est la lumière ? Vite, vite. Enfin voilà, il y a de la peur. Ah oui, non, mais complètement. Et c'est aussi le métier, le travail de l'analyse transgénérationnelle, d'avoir lui-même visité sa cave et de pouvoir accompagner de manière complètement sécure la personne, avoir une lampe de poche peut-être en plus pour descendre, ou faire remarquer à la personne, regarde, il y a une corde le long de l'escalier, tu peux t'appuyer dessus pour descendre à la cave. Et donc moi là, ce jour-là, descendre, quand la personne me dit, non, c'est un Père Noël, c'est quoi pour toi Noël ? Et que ça me renvoie moi immédiatement à mon deuil d'enfant qui a perdu son père à 7 ans. À la période ? À Noël, voilà. Et là, du coup, je vois la neige différemment, que je choisis. Je vois le Père Noël. Forcément, ça résiste parce que je commence à dire, mais non, il y a quelque chose de... Et en même temps, aujourd'hui, je me rends compte que c'était très juste de commencer de cette manière-là. Ma formation en transgé par mon premier deuil. Celui qui avait fait, qui avait pu effectivement rigidifier tout le reste de ma vie. Parce que c'est compliqué de grandir ensuite avec une suffisante estime de soi quand on n'a pas eu son papa qui était là pour dire « t'es belle ma fille ». Il y avait maman, mais il n'y avait pas papa. Voilà. Oui, la figure paternelle. La figure paternelle, exactement. Voilà. Et donc ce deuil et donc le silence, etc. Et donc ça m'a permis aussi de faire tous les liens avec mon désir de permettre aux gens de mettre en mots ce qui avait été interdit d'être mis en mots. En lien avec ton histoire. En lien avec mon histoire. Et de toute façon, on ne peut pas être mais thérapeute, c'est pas que analyse transgé, mais on ne peut pas être thérapeute ou accompagnant si on n'a pas nous-mêmes traversé aussi le cheminement thérapeutique que les personnes qu'on accompagne vont traverser ensuite. Non, mais bien sûr, je pense que c'est ultra important parce que tu l'as vécu. Toi aussi, exactement. En fait, ce travail-là. Donc, tu es beaucoup plus à même d'aider, d'accompagner les personnes qui viennent te voir pour ça, c'est sûr. Est-ce que, parfois, j'imagine que oui, tu peux vraiment remonter loin au niveau du transgénérationnel parce que là,
évidemment papa, maman, comme tu le disais, mais grands-parents, arrière-grands-parents. Est-ce que parfois ça va vraiment aller chercher très très loin, du coup quelque chose forcément qu'on ne connaît pas, ou enfin en tout cas pas forcément, parfois on a vraiment l'histoire de sa famille et on arrive peut-être plus ou moins avec ce qui s'est dit dans les repas ou que sais-je, à identifier l'événement, la cause, ou voilà. Mais j'imagine que parfois il faut remonter très 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 loin et que ça a une incidence du coup, si je comprends bien, jusqu'à aujourd'hui en fait. Oui, bah c'est toute la différence entre l'intergénérationnel et le transgénérationnel. L'intergénérationnel, on va être, et on le travaille en analyse transgénérationnelle, il faut bien commencer par la base, c'est quand on va être dans papa, maman, moi, papy, mamie, parfois arrière-papy, arrière-mamie, parce qu'on les a connus. En fait, c'est les personnes qu'on a connues et avec lesquelles on a pu parler et qu'on a vues. Donc là, on est sur de l'intergénérationnel. Et après, le transgénérationnel, on va être sur des personnes qu'on connaît pas, qu'on n'a pas vues et qu'on va retrouver. Et c'est en ça qu'on parle aussi de psychogénéalogie, qu'on va pouvoir retrouver dans les archives, de toute façon. D'accord. Donc là aussi, moi, en tant qu'historienne, je sais aussi aider les personnes à aller regarder, à faire de la généalogie, à aller chercher dans les archives, parce que ça se trouve. Et on peut remonter parfois très haut. Si on n'arrive pas sur des migrations d'Italie, d'Espagne, etc. Mais quand les familles sont restées en France, en tous les cas, on peut remonter très haut. Oui. C'est vrai que ça peut paraître étonnant de se dire, du coup, ça s'est passé en 1600 et encore aujourd'hui, mais c'est pas possible puisque du coup, je les ai vraiment, vraiment pas connus. Comment Oui, sauf que du coup, on a quand même connu papy, mamie et peut-être grand-papy, grand-mamie. Et donc, grand-papy, grand-mamie a bien connu la génération d'au-dessus, qui a bien connu la génération d'au-dessus. Et du coup, les informations se sont transmises de manière inconsciente dans tout ce qui est non-verbal aussi. C'est-à-dire que ça peut être le silence posé sur quand on demande comment on fait des bébés. En fait, c'est quelque chose de très simple. On ne répond jamais à la question. Ou même encore aujourd'hui, étonnamment, on peut être sur des... il arrive que des personnes, quand on demande à la cliente et du coup, vos premières règles, c'était à quel âge? Et la personne répond, je me rappelle plus. Ah bon, vous ne vous rappelez plus de la première fois que vous avez eu vos règles. Donc ça, c'est pas la question d'aller dire à la personne, c'est pas normal, y a pas... Mais ça parle de comment c'est interdit dans le système familial de parler de la féminité. Puisqu'à aucun moment, même en 2025, la maman a dit à sa fille, un jour, tu vas voir tes règles, et les règles, ça sert à ça, etc., etc. Voilà. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on peut, en tant qu'analyste transgénérationnelle, aussi repérer des choses bien à partir du verbatim de la personne, qu'on va repérer et de son je veux. Parce que on peut avoir quelque chose dans sa lignée des femmes, mais arriver en analyse transgé, on vient pas parce que tout va bien. Enfin pour nous, on n'a pas hérité de ça, et qu'on vient avec un autre je veux travailler ma légitimité. On va pas aller. Oui, ça t'amène sur autre chose en fait. Ça amène sur autre chose. Oui, voilà. Oui. Je pense que tu commences. On vient te voir avec certainement un objectif ou une problématique, et en fait après tu pars sur. Après on va affiner en fait. À partir de l'objectif ou de la problématique, il y a la question de qu'est-ce que je veux. On est dans de la thérapie humaniste. On est justement, c'est toute la différence avec la psychanalyse freudienne, où le thérapeute écoute mais n'intervient pas. En analyse transgé, on est vraiment dans une thérapie humaniste et dynamique. Donc le thérapeute va dire, mais c'est quoi votre je veux? C'est quoi votre objectif? Voilà, parce que ça aussi, en analyse, en psychanalyse, on ne va pas demander à la personne quel est son objectif. Oui. Donc, quand on est dans le je veux, on est bien dans l'objectif. C'est quoi votre je veux? Et donc, en élaborant autour du je veux et de comment la personne le pose, soit au travers de la parole, soit au travers d'un choix d'image, on va pouvoir affiner avec la personne et arriver à pressentir, tiens, effectivement, c'est peut-être plutôt du côté de l'histoire des femmes qu'il va falloir aller regarder. Oui. Tiens, c'est peut-être plutôt du côté de l'histoire des hommes qu'il va falloir aller regarder. Tiens, c'est peut-être plutôt du côté de l'histoire de la migration dans l'arbre qu'il va falloir aller regarder. Et donc, après, le génosociogramme, on va aussi le poser avec la personne avec cette intention-là.
Parce que sinon, on se perd. On a toute la généalogie de la personne. Oui. Et donc, on se perd. Et puis, on peut être amené à aller surinterpréter des choses qui n'ont pas à être surinterprétées. Voilà. Quand tu dis génosociogramme, pour bien comprendre, c'est tu poses en fait ton arbre généalogique. Oui, voilà. Mais c'est pareil, génosociogramme, si on tape ça dans Google aujourd'hui, on a des vidéos très bien faites de ce que c'est qu'un génosociogramme, un génogramme, voilà. Et oui, c'est dessiné sur papier son système familial avec des comment dire, le thérapeute va dire du coup sur votre génosociogramme tous les hommes seront représentés par un triangle. Il y a une consigne, tu vois. Enfin, les femmes c'est des ronds, les fausses couches c'est des carrés. On symbolise le lien entre l'homme et la femme de telle manière, avec 2 traits. S'ils sont mariés ou pas, que c'est en union libre, c'est qu'un seul trait, etc., etc. Donc il y a de la consigne. À côté, on va poser les noms, les prénoms, les dates de naissance, les lieux de naissance. Voilà. Au début, on est là-dessus. Et puis, au fur et à mesure, on va aller regarder. Alors, il y a ce côté consigne. Et puis, on travaille quand même sur l'inconscient. Donc, quand la personne va poser son génogramme, puis ce qui deviendra son génosociogramme, il y a quelque chose de... si je viens avec... j'arrive pas à avoir un enfant. Je veux rencontrer un homme sans le faire fuir, parce qu'ils se barrent tous. Et que quand je pose mon génosociogramme avec la consigne les hommes à gauche, les femmes à droite, et que quand je pose mon génosociogramme, je mets les femmes à gauche et les hommes à droite, l'inconscient, là, tu vois, t'as accès, en fait, ça te permet d'avoir accès à ton inconscient. C'est-à-dire que le thérapeute va te dire, vous vous rappelez que la consigne, c'était les hommes à gauche et les femmes à droite ? Ah ouais, ah mince. Et là, paf, tu vois. Et donc là, ça te permet, ton conscient va commencer à entrer en connexion avec ton inconscient. C'est-à-dire que tu peux plus faire comme si c'était pas vrai. Bon, il y en a certains qui résistent. J'ai pas fait exprès, vous avez pas été clair dans les consignes, etc. Mais ça, c'est normal, c'est le jeu de la danse thérapeutique. On va danser avec la personne. Voilà. De toute façon, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, après, tu peux le ramener au conscient et te dire, non, mais... oui. Ça n'a pas de sens. C'est ce qui s'appelle mettre à distance. Enfin, voilà, c'est le déni. On peut être dans quelque chose de... Mais c'est normal. Et oui, c'est aussi normal. Parce que le conscient... mental. Oui, puis le conscient, il n'a pas envie parce que, du coup, c'est vu comme dangereux ce qu'il y a dans l'inconscient. Bien sûr. Il va falloir rassurer le conscient, en fait. C'est ça, c'est son rôle. Voilà. Donc, le rôle n'est pas mauvais, mais il n'est parfois pas toujours aidant. Il n'est pas aidant, mais il fait du mieux qu'il peut. Et après, on va aller le rassurer au fur et à mesure en lui montrant que c'est pas dangereux et quel intérêt il a à gagner, à communiquer avec l'inconscient et puis, du coup, de conscientiser les choses. Mais tu vois, voilà, sur l'exemple que je te prenais sur le géno où la personne va inverser, du coup, on laisse faire. Mais bien souvent, dans le géno, à un moment, tu vas avoir un couple qui va pas être inversé. Et donc, l'intérêt, c'est d'aller voir qu'est-ce qui fait que ce couple n'est pas inversé, c'est-à-dire qu'on a bien l'homme à gauche, la femme à droite, et qu'après, ça s'inverse. Quel trauma il y a eu, quelle histoire ce couple a vécu, qui fait qu'après, ça a été rendu impossible. Et là, tu vas être dans tout le travail de recontextualisation historique aussi, recherche généalogique, conscientisation. C'est un travail de fou, quoi. C'est un travail de... Moi, je me dis souvent, les génosociogrammes, je compare au travail avec un puzzle. Ouais, complètement. C'est-à-dire que tu les as... Alors, au début, tu as les pièces, et puis du coup, il va falloir les ranger, choisir. Ouais. Et au fur et à mesure, en posant le génosociogramme, tu as la figure du système qui va... Tu as le dessin qui va émerger. Ouais. Et après, ça va être tout le travail derrière d'intégration, de mise en rituel, des rituels qui n'ont pas pu être faits et qui a nécessité à faire, d'intégration de tous les deuils non faits, de tous les... Donc là, quand on redescend, son rangé, on va aller travailler. Alors là, tu as un mec formidable qui a écrit, alors qui peut paraître un peu barré, mais qui est vraiment passionnant, c'est Jodorowsky.
Jodorowsky, il est d'Amérique latine, je ne sais plus quel pays. Il est encore vivant aujourd'hui. Bon là, il est vraiment dans une forme de très étrangeté aujourd'hui. Mais c'est un mec absolument génial. Hein. Ceux qui connaissent les bandes dessinées le connaissent peut-être parce qu'il a fait des bandes dessinées. C'est un cinéaste aussi. Il a fait des films, etc. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. Il a écrit un livre dont j'ai plus le titre, Psychomagie. Voilà. Psychomagie. Et du coup, il réfléchit à l'importance des rituels. C'est-à-dire que quand il y a trauma, c'est soit qu'il n'y a pas eu rituel, ou soit le trauma a fait qu'on n'a pas pu. C'est soit on n'a pas voulu faire le rituel parce que du coup on veut pas en parler ou il y a secret, etc. Soit on n'a pas pu parce que il fallait bien survivre sur ce moment-là et que c'est la fuite, enterrer tout le monde, c'était pas possible. Ou partir avec la personne qui était morte, non, on a été obligé de la laisser dans un autre pays parce qu'il fallait fuir. Ouais. Sauf que du coup, ce qu'on appelle les mal-morts en transgénérationnel, les mal-morts, mais c'est-à-dire c'est ceux qui sont morts, mais dont on n'a pas pu faire le deuil, qu'on n'a pas pu enterrer correctement. On n'a pas pu ritualiser. On n'a pas pu ritualiser. Et donc du coup, après, c'est tout le travail après la prise de conscience avec le géno, c'est tout le travail de qu'est-ce qu'on va mettre en place comme rituel pour que l'inconscient se dise ok, ça c'est bon. C'est-à-dire que l'inconscient pour digérer, pour s'apaiser, il a besoin de ce qui lui a manqué. J'allais te poser la question justement, une fois que tu as identifié tout ça, une fois que tu as mis en lumière différentes choses, comment, parce que c'est bien d'avoir l'information, c'est déjà incroyable. Exactement. De conscientiser, de mettre des mots dessus, mais du coup après qu'est-ce que tu en fais quoi, tu vois ? Après il va s'agir de permettre à l'inconscient de digérer ce qui a été trouvé. Donc là après ça va être quelque chose, on va se transformer en brodeuse là pour le coup. C'est-à-dire qu'on va le client et nous, la personne et nous, on va tricoter tous les deux quelque chose d'une tâche qu'on appelle une tâche thérapeutique qui va permettre à la personne de digérer. Et là ça va être, je parle de broderie parce que ça va être quelque chose de très fin. Qu'on va travailler au plus près de la personne en fonction en prenant bien en compte la vision du monde de la personne, la vision du monde de son système qui a manqué, qui reste, je parlais de reste, ce qui reste à faire, de ce dont on sent que la personne va être ok de mener. Mais comme ça arrive quand même en fin de suivi thérapeutique, il y a quand même l'alliance thérapeutique qui est là avec la personne, et donc elle va pouvoir s'autoriser à faire des rituels qui peuvent paraître complètement... si la personne en parle à sa copine autour du café, elle va dire mais t'es complètement dingue. Barjou, quoi. Puis ta thérapeute, elle est un peu dingue quand même. Ouais. Sauf que il y a nécessité pour l'inconscient de le revivre comme ça. Donc ça peut être, je pense à une personne qui était sur du trauma autour d'une fausse couche traumatique. On est sur de la fausse couche où le fœtus a 4-5 mois. Du coup, il y a toute la mort traumatique à traiter, etc. etc. Et du coup, c'est tout le travail de s'autoriser à pouvoir déjà nommer ses enfants et ensuite à pouvoir les enterrer dignement. Parce que ça n'a pas été fait. Parce que du coup, il y a eu sidération sur le trauma et que du coup, l'hôpital a tout géré et qu'on ressort, on n'a pas les bébés et puis voilà. Ouais, c'est comme si en fait il avait jamais été là. Enfin, on l'a effacé quoi. Voilà. Donc c'est tout le travail et du coup moi la cliente à laquelle je pense c'était est-ce que c'est faire une plaque pour pouvoir la mettre sur le caveau familial, est-ce que c'est et donc du coup elle a réfléchi non ça me parle pas et au fur et à mesure en échangeant avec elle est arrivée sur quelque chose plus symbolique pour elle que je vais pas citer parce que je n'ai pas envie qu'elle se reconnaisse mais de plus symbolique pour elle en lien avec ses origines, avec
voilà, quelque chose avec qui lui parlait beaucoup qui plus. lui parlait beaucoup plus, voilà. Et je me rappelle qu'elle m'a dit, c'est vraiment au début quand vous m'avez proposé ça, je me suis dit, elle est complètement dingue. Enfin voilà. Et pourtant il y avait une bonne alliance, hein, mais voilà, elle me dit bon, j'y arriverai pas. Elle me dit, et maintenant je me rends compte tout ce que ça a permis aussi de reconnecter, parce que du coup ça a nécessité le choix du prénom, d'aller demander au père qui n'était plus le compagnon, parce qu'il y avait eu trauma, d'en parler à l'enfant qui était là avant le trauma, enfin, etc. Donc il y a la parole aussi qui se remet, qui se libère autour du sujet et on en parle, quoi. Voilà. C'est plus juste ce que j'ai vécu moi et je garde en moi, quoi. Seul avec mon trauma. C'est aussi libérer la parole, au final. Voilà. Et ça peut être aussi des rituels quand on est sur du plus haut, sur du transgé. Ça peut être du travail autour de... Je pense à une cliente qui était sur de la migration, donc où il y avait ce qu'on appelle du mal mort, c'est-à-dire qu'elle a retrouvé quelqu'un qu'on avait caché, qui était parce qu'on avait honte de l'avoir laissé dans un pays étranger, et que cette personne était morte seule, etc. Bon, voilà. Et du coup, c'est symboliquement pour de faux ramener la personne ici. Oui. Et du coup, faire un rituel autour aussi de... voilà, enfin, je suis aujourd'hui, du coup, sur les enterrements, je ne sais pas pourquoi, mais un rituel. Et elle, c'était plus quelque chose de... non, en fait, j'ai pas envie... c'était juste pour elle de ne pas le ramener par une plaque ou quelque chose de symbolique sur le caveau familial, parce qu'il n'avait pas été ramené... et donc, elle a trouvé un endroit qui lui rappelait en paysage l'endroit de l'Italie où c'était resté. Et du coup, elle a pu faire tout un petit rituel où elle a lu une lettre à son ancêtre en lui disant qu'elle l'avait retrouvé, qu'elle l'avait vu, qu'elle avait compris ce qu'il avait vécu, etc., etc. Ce qui dit comme ça peut paraître étrange, mais en fait, l'inconscient, il adore. Oui. Parce que ça lui permet va dénouer des nœuds, en fait. Exactement. Voilà. En fait, c'est rendre hommage. Là, en tout cas, il y a quelque chose de le rendre sujet hommage. Qu'on aborde là, c'est rendre hommage sur les sujets, aux ancêtres. Voilà. En fait. Oui, il y a quelque chose de ça. Et du coup, ça permet. En tous les cas, l'inconscient, il a vraiment que ça soit pour de vrai ou pour de faux, il s'en fout. Et c'est aussi, on verra en constellation, mais c'est aussi comme ça que les constellations fonctionnent. Si l'inconscient, il a ce qui lui a manqué, et ben du coup, il va pouvoir dire, ok, c'est bon. Information traitée. Ça peut être digéré. Je digère, quoi. Et du coup, tu peux le passer dans le conscient. Tu peux passer à autre chose. Quoi. Voilà. Et la personne à qui je te parlais du truc où c'était l'ancêtre qui était resté à l'étranger, et puis elle, ça lui a permis quand même de revoyager derrière aussi. C'est-à-dire d'oser passer les frontières. Ah oui, pour son travail thérapeutique. Ouais, voilà, enfin, Oui, en fait, ça a été débloqué quelque chose qui était complètement... Voilà. Et qui nous paraît, et c'est vrai qu'il peut y avoir cette réaction de oui, c'est bon, c'était loin, ça va, arrêtez de faire des histoires à ce qui s'est passé avant. Voilà, enfin, aujourd'hui, on en a... Oui, enfin, c'est le présent, fiche, le passé, c'est le passé, quoi. Le passé, c'est le passé, etc. Sauf que, c'est pas toujours aussi simple que ça. Il y a aussi la question des fois où on a en cabinet, mais enfin, pourquoi moi ? Pourquoi moi et pas mon frère ou ma sœur ? Oui, alors, c'est vrai, ça. Oui. Et oui, pourquoi moi ? Alors ça, en général, on arrive à le comprendre après quand on fait le travail sur le génosociogramme de la place dans la fratrie, quelle place on prend dans la fratrie et donc dans le système familial, où quand on interroge un petit peu, la personne va se rendre compte, ah oui, c'est vrai qu'en fait, les troisièmes de la fratrie, ils ont morflé. Voilà. Et donc, du coup, après, quand on remonte, on s'aperçoit qu'il s'est passé quelque chose dans l'histoire des fratries, sur le troisième, etc., etc. Et puis, des fois, moi, je dis aussi aux personnes, vous avez récupéré ça. Mais moi, enfin, ça, je me l'autorise quand on a plusieurs séances et que je connais un peu leur histoire et qu'il y a la confiance. Je dis, mais moi, je constate que vous n'avez pas ça et que ça existe dans votre système, cet empêchement. Regardez, c'est votre sœur qui l'a. Oui, tu vois, voilà, d'accord. La nature est bien faite, on donne pas tout au même enfant. Ouais, quand même, ce sera un peu dommage. Voilà, bon, mais il y a aussi quelque chose d'une logique dans les places, dans la manière dont on est investi. Oui, parce qu'on peut occuper la mauvaise place aussi, j'imagine, dans le système familial. Alors la mauvaise place, il y a aussi la question du bouc émissaire. Voilà, ou la place qu'on prend n'est pas la nôtre. Oui. On peut aussi avoir l'impression qu'on occupe la troisième place et en fait on est le quatrième ou le cinquième, parce qu'il y a eu des fausses couches. Ou des IVG qui n'ont pas été parlées. Encore aujourd'hui, on a des schémas comme ça. Et quand on remonte en transgé, bien souvent, on trouve des répétitions
sur les mêmes places de génération en génération. Et donc aujourd'hui, en 2025, la femme va agir de la même façon que son ancêtre, mais son ancêtre très très haut. Et on arrive sur là, ça résonne avec l'histoire des femmes, où la question de la sexualité, de pouvoir dire non, de pouvoir dire non, je veux pas faire l'amour ce soir, ou non, je ne veux pas d'un enfant. On remonte à 50, 60 ans en arrière, déjà, on n'a des fois pas besoin être dans le transgé, Ah oui, non, déjà, mais rien c'est que dans clair. l'intergénérationnel, au niveau de nos grands-mères. Il y a quelque chose où le nom de la femme n'était pas autorisé au niveau sociétal. Ouais. Voilà. Elle ne pouvait pas exister. Mm. Et donc, du coup, mais quand on remonte encore plus haut en transgé, on s'aperçoit que parfois ça remonte très haut. La question d'une IVG ou de fausse couche, de répétition comme ça. Ouais. Et j'imagine que le travail, ou peut-être pas, mais j'imagine que le travail doit être plus compliqué quand, par exemple, on vient te voir et qu'on n'a pas du tout... Alors, on connaît uniquement ses parents, mais on ne connaît pas le reste de sa famille, quoi, ses grands-parents, etc. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que alors, ça peut être plus compliqué, comme ça peut être aussi plus compliqué de venir avec l'arbre qu'étouffé. Ah oui. Eh oui. Comme quoi? Alors, quand on arrive avec sans aucune information, effectivement, ça va demander un peu plus de travail au niveau des recherches généalogiques. Mais ça se fait très facilement. Ça se fait quand même. Mais oui. Ouais. La base, c'est de demander la copie intégrale de son acte de naissance et de l'acte de naissance de ses parents. Parce que ça, on a le droit. Voilà. Et après, quand on a ça sur ces informations-là, c'est bon. Avec papa et maman, j'ai papy et mamie. Et papy et mamie, après, on passe dans des générations où on a accès dans les archives. Et tout a été, en plus aujourd'hui, tout a été numérisé quasiment. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin de se déplacer dans les fonds d'archives. Et puis il y a aussi des gens qui travaillent en archives qui sont super sympas et qu'on appelle parce que les archives sont super loin et que ça n'a pas été numérisé et que normalement ils n'ont pas à répondre à ce genre de questions. Que quand on dit qu'on est en train de faire son arbre généalogique ou même des fois une thérapie, il y a quelque chose de l'empathie et franchement moi j'ai eu des belles surprises avec des clientes. Ouais. Voilà. Donc il y a ça. Après, il y a la possibilité aussi de recourir à un moment à un généalogiste qui vient aider, qui va venir compléter les recherches. Et moi, je travaille avec une généalogiste qui a fait la même formation que nous en analyse transgé, mais qui a décidé de ne pas s'installer en tant que thérapeute. Et elle est super parce qu'elle va vraiment aller chercher les infos qui sont nécessaires en transgé. Tout ce qui est articles de journaux, articles de presse, voilà, quand il y a besoin d'amplifier sur la connaissance d'un personnel, redonner du corps à un personnage, ça peut être empêchant comme ça, mais en fait c'est très facile, les recherches généalogiques, et ça a un côté hyper excitant finalement. Bah, c'est l'enquête quoi. C'est l'enquête policière, et puis quand on lit les actes, qu'on se rend compte, il y a de l'émotion, il peut y avoir de l'émotion de s'apercevoir ou de découvrir, on s'était toujours dit oh non mais au-dessus les femmes elles ont jamais travaillé, et puis de s'apercevoir que bah non, elle était lingère, qu'elle était journalière, donc bon c'est pas chouette comme métier, enfin c'est dur, c'est des métiers, mais elles ont bossé. Oui, mais elles ont bossé. Voilà. Voilà. Et effectivement, on peut avoir l'impression que c'est plus facile quand on arrive avec tout l'arbre généalogique déjà posé, sauf que bien souvent, je vais parler de mon expérience, la plupart des gens qui arrivent avec des arbres connus, mais parce que c'est grand-tata ou grand-tonton ou papy, mamie ou papa, maman qui a fait les recherches. Et donc du coup, là, ça peut devenir empêchant parce que y a quelque chose où, bah non, j'ai les infos, je vais pas les vérifier dans les archives. Sauf que, alors là, c'est mon réflexe d'historienne, désolée de le dire, mais rien n'est aussi efficace et valable que le document d'origine. Oui, bien sûr. Parce que quand on n'a pas le document d'origine, ça peut être transformé. Falsifié Voilà. Et de manière pas forcément malveillante. Parce que là, c'est toute la force de l'inconscient. Je me rappelle d'une cliente que j'ai eue qui était sur le secret de filiation, à qui à un moment je lui dis écoutez, maintenant ça suffit, parce que ça faisait plusieurs fois que je lui disais, mais bien évidemment elle ne le faisait pas, vous demandez la copie intégrale de votre acte de naissance, parce qu'elle arrivait avec toutes les infos dessus, mais elle, voilà. Parce qu'il y a quelque chose, du défaut de... Enfin moi je sentais qu'il y avait un secret de filiation, pas que en transgé,
mais bien en inter-G. Mais du coup, elle n'arrivait pas à intégrer les infos qu'elle avait en trans-G, puisque en inter-G, ça rebootait et elle ne l'avait pas conscientisé. Tu peux nous dire ce que c'est le secret de filiation ? Le secret de filiation, c'est quand on ne sait pas, qu'on a fait secret autour de qui est papa. D'accord. Ou qui est maman, mais c'est un peu plus rare. Donc, qui est maman, il peut y avoir des déplacements de bébé. On va donner le bébé qui dérange à une autre famille. Alors là, on va être plus sur des pistes d'inceste, c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui naît chez papa, maman et les enfants, et du coup, on va refiler l'enfant à la grande sœur qui est déjà mariée. Ouais. Et hop, comme ça, on cache l'enfant de l'inceste. Ouais. Mais il peut aussi avoir des secrets de filiation, c'est-à-dire qu'une femme est enceinte, elle ne peut pas le dire, et vite, elle se marie, et elle ne le dira jamais. Oui, mais on ne sait pas qui est vraiment le père. Voilà. Ouais. Ça peut être une femme mariée qui a un amant. Ça arrive d'être amoureuse d'un autre, même quand on est marié. En transgenre, on n'est pas là pour juger. Ça aussi, c'est important. Oui, bien sûr. Voilà. Il y a dans la thérapie de base. Voilà. Évidemment. Donc, c'est ça le secret de filiation. Okay. Et le secret de filiation, il peut, du coup, se rejouer de génération en génération aussi. Ouais. Parce que comme c'est pas parlé, c'est pas dit, et de manière inconsciente, le système va recommencer. C'est-à-dire qu'il y aura toujours quelqu'un à une génération qui aura un secret de filiation. Du coup, si c'est très fort, c'est-à-dire que s'il y a répétition sur plusieurs générations au niveau du secret de filiation, par exemple, on peut être dans son ici et maintenant, empêché à aller regarder sa propre histoire. Et si on ne regarde pas sa propre histoire, on ne peut pas intégrer celle du dessus. Et donc, du coup, cette cliente, à un moment, je lui dis, je me suis fâchée gentiment, avec bienveillance, mais je lui dis, c'est pas possible. Ouais. Enfin, voilà, on tourne en rond. Après, moi, c'est OK, si vous voulez continuer à tourner en rond, moi, ça me va. Voilà. Mais on le pose comme contrat, toutes les deux. C'est-à-dire qu'on fait le contrat, que vous venez, que vous me payez pour continuer à tourner en rond. Donc, elle m'a dit, non, là, ça m'intéresse pas trop. Donc, elle a demandé son extrait de... Et sur l'extrait, la copie intégrale de son acte de naissance apparaissait très clairement, avec les dates, c'est-à-dire qu'à un moment, elle avait été reconnue, déclarée, machin. Enfin bon, je ne vais pas tout faire, parce que je ne veux pas aussi non plus qu'elle se reconnaisse trop, qu'elle se sente trahie. Mais c'était évident. Le secret de filiation était évident. Ah oui, d'accord. Elle arrive en séance, elle me le lit. Enfin, elle le prend, elle me lit. Elle me dit, j'avais bien raison, ça n'a absolument rien à voir avec moi. Donc, je lui dis, mais vous êtes OK pour que je le lise à votre place, quoi. Ouais. À votre place, parce que des fois, un œil extérieur au bien système... sûr. Oui, tu vas sauter tellement sûre d'elle. Elle me dit, allez-y, j'avais raison. Et je lis le truc, et du coup, voilà. Et donc, je lui dis, c'est pas possible, en fait. Regardez les dates, machin, comme à l'époque où vous avez été reconnue, etc. Vous ne pouvez pas être la fille de votre père. C'est pas possible. Et il a fallu que je lui relis. En fait, voilà. C'est pour dire la puissance. C'est-à-dire que ça a duré 3 minutes. C'est long, 3 minutes de débat avec quelqu'un. Elle me disait, mais non. Puis vous m'aviez... En plus, moi, souvent, je dis, je suis pas mateuse. Vous m'avez dit que vous étiez pas mateuse, donc bien évidemment, là, mais vous calculez mal, Lara, etc. Et puis, au bout d'un moment, il a bien fallu. J'ai posé un schéma, je me rappelle, très rationnel, voilà. Et là, je lui ai posé une chrono sur papier en me disant, regardez, là, machin, moi je veux bien que je suis pas douée en maths, mais enfin bon, quand même, force est de constater que... Voilà, il y a eu une grosse montée d'émotions, mais ça lui a permis, du coup, après de faire les liens avec tout ce qu'elle connaissait déjà au-dessus. Oui, là, ça a ouvert le champ, en fait, à tout ce qui était... Ça lui a permis d'intégrer, en fait, le truc. Incroyable. Mais quelqu'un qui, tu vois, je me pose la question depuis tout à l'heure, t'as déjà eu quelqu'un d'orphelin qui vient te voir et qui, dans ces cas-là... Alors moi, non, honnêtement, mais effectivement, on l'a travaillé en formation et il y avait une des participantes qui était orpheline. Une des personnes qui était formée, qui était... Et donc, de ce que je me rappelle, il y a forcément de toute façon la famille adoptante qui a son propre étranger et qui ne va pas adopter par hasard. Et donc, qui va projeter aussi sur l'enfant, parce qu'on est dans le transgé, on travaille aussi sur la question des projections parentales. Qu'est-ce qu'on a projeté de génération en génération sur la génération d'en dessous que l'enfant a pris comme identité. Voilà. Bien sûr, Donc il y a ça, et puis après il y a tout le travail que cette personne avait fait justement de recherche, de recontextualisation historique sur son adoption, sur le pays d'origine, etc. Et elle l'avait après travaillé en constellation.
Ok. Le côté, les parents que je ne connais pas, mais du coup, ça fait des arbres qui sont effectivement plus vastes, hein, parce que ça peut, et ça, moi, ça m'est arrivé avec une cliente, ça peut être aussi la question de la belle famille, la belle-mère. Ah oui. Ben oui, on pourrait se dire que la belle-mère, elle n'est pas... C'est-à-dire que je pense à un système où, et on peut trouver souvent ce système, hein, tu as un couple parental, la femme meurt. Oui. Mais ils ont eu deux enfants. La femme meurt, l'homme se remarie avec une autre femme. Ils ont un enfant. Ça fait une fratrie de 3 enfants. Et donc la génération d'en dessous, on pourrait se dire en transgé que les 2 enfants du premier couple, leur transgé, est uniquement impacté par le père et la mère décédés. Oui. Il y a aussi la belle-mère. Eh oui. Parfois. Et donc ça peut être intéressant de poser dans l'arbre l'histoire familiale de la belle-mère qui a éduqué les enfants bas âge, etc. Et donc il leur a forcément passé de ses propres identifications projectives. Ah oui, d'accord. Donc voilà, ça va être très personnalisé. Le champ des possibles est immense. C'est ça. C'est bien pour ça qu'on va travailler aussi le je veux régulièrement. Hein. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu viens chercher Voilà, c'est quoi votre objectif ? C'est quoi votre je veux voilà. Et puis le je veux, hein, on peut être sur... parce que le je veux, quand on joue avec les mots, là on est du côté de la psychanalyse, Lacan qui jouait beaucoup avec les mots. Hein. Quand on joue avec les mots, le je veux, ça s'écrit V-E-U-X, mais ça peut être aussi le vœu, je fais un vœu. Oui, complètement. Okay. Voilà. Ouais. Donc il y a bien quelque chose de je veux, c'est quoi mon vœu ? C'est quoi mon souhait ? C'est quoi mon souhait ? Ouais. Je trouve que c'est une jolie annonce pour l'épisode qui suivra. Tout à l'heure, là, tu as parlé des constellations, du coup, pour la personne qui était orpheline dans le cadre de ta formation. Et qui, du coup, a pu faire des constellations familiales et j'imagine peut-être retracer un petit peu plus son passé. Oui, en tous les cas, elle comprend ce qui s'est passé de sa place à elle. Hein. Après, ça reste des intuitions, c'est pas des vérités absolues. Oui, hein. c'est pas bien sûr. Mais en tous les cas, c'est bien comme ça que notre inconscient se les construit. Voilà. Moi, je trouve que c'est une belle fin et introduction à l'épisode qui suivra, du coup, où on parlera des constellations familiales. C'est vrai qu'on a employé ce terme quelquefois, pas beaucoup de fois, mais quelques fois dans l'émission, et ça peut ne pas parler à certains auditeurs, donc vous inquiétez pas, ça viendra dans le prochain épisode. Merci Lara. Merci à toi. Pour toutes ces informations très riches que tu nous as transmises. C'était super intéressant, c'était clair. Merci beaucoup, avec plaisir. Un plaisir partagé. Et puis si vous avez des questions, vous qui nous avez écoutés, n'hésitez pas sur les plateformes à nous les poser ou sur Instagram, n'hésitez pas aussi. Lara, je crois que tu as... Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook. Voilà. Tu es partout. Je ne suis pas partout, mais je suis là. Merci Lara, merci beaucoup. À très vite. Au revoir. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu et appris de nouvelles choses. Si vous souhaitez témoigner d'une histoire personnelle ou de votre parcours professionnel en lien avec ce podcast, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur l'invisibleexpliqué.podcast@gmail.com. L'adresse est en description. Si vous souhaitez également me soutenir, je vous invite à laisser un commentaire, à liker et surtout à partager ce podcast. C'est le meilleur moyen de le faire grandir et pour ça, je vous en remercie. À très vite dans un prochain épisode.